Alors déjà, le mot holding. Moi, j'ai horreur des holdings par principe. En fait, fait au moment où il y a de la trésorerie, au moment où ça justifie. Il n'y a rien de pire que de conseiller à quelqu'un de faire un montage et 3 ans ou 4 ans après, il arrive en disant « vous m'avez mal conseillé ». Ouais. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des entrepreneurs de l'immobilier. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Olivier Brousse, avocat en droit fiscal et droit des entreprises. Bienvenue Olivier. Merci de m'accueillir, c'est avec grand plaisir. Merci de ta présence et de tes lumières. Aujourd'hui, on va faire un podcast. On va parler de différents sujets parce que tu exerces depuis pas mal d'années. On se connaît aussi depuis pas mal d'années. J'ai les cheveux qui grisonnent. On a travaillé quand même pas mal de sujets ensemble. Et effectivement, tu as vu passer quand même pas mal de choses, pas mal d'histoires, pas mal d'erreurs aussi dans ta carrière. Et donc, on va aujourd'hui, lors de ce podcast, essayer de parler de différents sujets qui peuvent nous intéresser en tant qu'investisseur, en tant qu'entrepreneur, qu'on peut rencontrer et éviter justement des erreurs qui ont déjà été commises par d'autres. Oui. Ça peut servir. Ou des fois, on est le premier. Ouais, ça peut aussi. Donc voilà, alors en fait, on va traiter plusieurs sujets. On a parlé, en ce moment, on parle aussi de rachat de parts de SCI, Ouais. parce qu'on a emprunté à certains moments avec des taux d'intérêt très intéressants. Et on se pose aujourd'hui la question de racheter des parts de SCI. Il peut y avoir des intérêts, mais également il peut y avoir des inconvénients et des pièges. Donc on va parler de ce sujet. On va parler du rachat d'entreprise aussi. C'est un sujet un petit peu à la mode. Tout le monde veut racheter des entreprises, comment les évaluer, à quoi faire attention, etc. Voilà, tu as eu pas mal de succès et aussi d'échecs. Donc Oui. on va pouvoir aborder ce sujet. On va bien entendu parler de fiscalité, puisque c'est une de tes spécialités, fiscalité d'entreprise et fiscalité immobilière. On voit beaucoup de sujets sur Internet, on parle de holding, on parle de démembrement, on parle de montage complexe miraculeux. On va avoir l'avis aujourd'hui d'un expert justement sur le sujet qui va pouvoir nous apporter ses lumières et sa vision sur les bons supports, les bonnes actions, les bons statuts et surtout les erreurs à éviter aussi. Donc voilà, pour faire l'éventail, et puis bien sûr, on va parler aussi de barbecue, de steak, C'est avec grand grand plaisir. spécialiste de cuisson, Effectivement. de viande. Bon, ça sera dans les bonus. C'est ça, d'accord, avec grand plaisir. C'est parti. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Robin Aldin et je dirige la société Projet Locatif qui propose des investissements immobiliers rentables sur toute la France. Nos 80 conseillers qui sont tous des multi-investisseurs passionnés sont répartis sur tout le territoire et ont déjà réalisé plus de 1300 opérations rentables pour nos clients. Que vous souhaitiez acheter ou vendre votre bien locatif, notre équipe spécialisée peut vous aider. Le lien est en description. Et bon retour à la vidéo et bon podcast. Ok Olivier, du coup, nous on se connaît depuis pas mal d'années. Tu nous aides beaucoup au sein de Projet Locatif pour différents sujets, structurer juridiquement l'activité, nous accompagner sur l'établissement de contrats, également de quelques petits litiges. Alors, on a la chance aujourd'hui, quand même, avec Projet Locatif, de n'avoir aucun sujet juridique délicat. On a fait quand même 1400 opérations. On n'a eu aucun procès où on a été mis en cause, accusé, perdu. Voilà, donc je suis assez fier aussi finalement d'avoir pu accompagner autant d'investisseurs avec un taux de pour l'instant 0 échec. Et effectivement sur des sujets en plus rentables où effectivement on augmente toujours un peu le risque quand on va chercher la rentabilité. Donc tu nous accompagnes sur différents sujets. Des fois, on a certains clients qui sont un petit peu malins, qui essayent effectivement de nous faire des petites entourloupes. Mais c'est sans compter sur les compétences et les qualités de Maître Brousse, Oui, il y en a qui ont de l'imagination quand même. qui ont de l'imagination aussi. Donc on a vu pas mal de sujets aussi sur les impôts, aussi les redressements fiscaux, où il peut y avoir des sujets en tant qu'entrepreneur et qu'investisseur. On est souvent dans le viseur des impôts, donc je pense que j'ai eu un petit peu tous les contrôles qu'on peut avoir à différents niveaux. C'est toujours avec plaisir. Voilà. On est toujours très bien accueillis chez Oui, Olivier. c'est ça. Donc effectivement, on a traité pas mal de choses ensemble et tu m'as toujours bien accompagné depuis très longtemps J'ai surtout freiné. aussi. C'est vrai. surtout Ouais, ça. je suis un peu dynamique. C'est ça, c'est le... C'est vrai. Oh, j'ai vu ça sur Internet, ça a l'air sympa comme tout.
Et là, au vu de mon regard et Oui. de mon air dubitatif, c'est ah bon, c'est pas si génial que ça. C'est vrai, à chaque fois, enfin souvent, il y a eu effectivement entre, ce qu'on peut voir sur internet et puis la réalité sur le terrain, des risques auxquels on ne pense pas et c'est pour ça qu'il faut faire attention sur, les idées géniales, qu'on peut avoir. Donc, toujours accompagné sur les structuration, de SCI, de montage, voilà, de société également aussi. Et effectivement sur la partie fiscalité, on peut effectivement aborder ce sujet. Oui, Heu, sachant qu'on n'est pas magicien. voilà. On trouve des solutions à chaque fois, parce que moi ça fait quand même, 15 ans que j'investis et c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas payé d'impôts ni personnels ni, dans le cadre de mes sociétés, Mais un jour, ça viendra. immobilières. Ça viendra forcément un jour, mais en termes de montage complexe, effectivement, on voit, le sujet de la holding qui arrive, assez Mm. rapidement. Comment toi tu vois les choses sur, la holding immobilière, donc dans le cadre d'investissement immobilier, pur? Quelle est ta vision sur le sujet? Bon, alors déjà le mot holding. Moi j'ai horreur des holdings par principe, parce que c'est ce sujet très à la mode, qu'on voit partout, et j'ai envie de dire, il y a quelque chose de psychologique, de dire j'ai ma holding. Aussi, C'est ouais. la psychologie de... Avant c'était le mot président qui faisait vibrer. Ouais, c'est vrai. Quand il y avait que des SARL, c'était Ouais, je suis président, les premières SS, ouais, je suis président, maintenant c'est j'ai ma holding. ouais. Alors déjà holding, ce qu'on oublie de dire, c'est frais de constitution, Mmh. Bien sûr. frais de gestion, Oui. frais de comptable, Mmh. et à l'arrivée, pourquoi? Oui, tout à fait. Et quand on remet ça dans l'ordre, bah, finalement, c'est beaucoup moins vibrant d'avoir une holding. Mmh. C'est Tout à vraiment des fait. cas très très particuliers. Oui, justement, Alors, voilà, ouais. le cas, le courant pour lequel on est obligé de passer par une holding, c'est quand on rachète une boîte, Mmh. où là, c'est la holding qui va emprunter pour acheter les titres de la boîte. Mmh. Donc là, c'est ce qu'on appelle l'effet de levier. Sorti de ce contexte, c'est vraiment très particulier, où il faut vraiment avoir une activité économique importante, Ouais. développée, différenciée, pour justifier une holding, c'est-à-dire où là, on va centraliser des moyens pour que ce soit intéressant, Ouais. dès la compta, juridique, sociale et autres, pour en faire bénéficier les autres structures. Et là, ça peut avoir un intérêt. Sinon, il faut vraiment bien chercher l'intérêt que ça peut avoir. Parce que manifestement, et bien souvent, on peut se passer de la holding et finalement, ça coûte beaucoup moins cher. Le résultat Ouais. attendu, finalement, ça fait le bonheur des avocats, des comptables, mais pas forcément du client. Ouais, Voilà, tout à tout fait. simplement. Et ça, c'est bien d'entendre ce discours-là parce que souvent, mais c'est pas forcément les mêmes intérêts que vont avoir les personnes qui vous conseillent et vos propres intérêts. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre vos propres décisions. Et c'est ce que j'apprécie beaucoup avec Olivier, c'est que vraiment, c'est des intérêts qui sont portés en priorité sur le client et non pas sur ses propres intérêts parce qu'effectivement, Hélas, créer des sociétés, créer des holdings. hélas. Non, mais parce qu'en en fait, Ouais. il n'y a rien de pire que de conseiller à quelqu'un de faire un montage et 3 ans ou 4 ans après, qu'il arrive en disant: «Vous m'avez mal conseillé». Oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que, alors on a beau lui rappeler que, 3 ans avant, il était dans les projets fous et qu'il devait faire plein de choses et qu'à l'arrivée, ces choses ne se font pas. Et forcément, il se retrouve avec une structure pour laquelle il paye chaque année, frais Mm. de comptable et autres, et que ça Ouais, le prend à la gorge et que finalement, c'était un mauvais conseil. ouais, tout à Donc, fait. avec le recul, les cheveux grisonnants, maintenant, voilà, on fait étape par étape. Si vraiment ça se justifie, oui, il Oui, y a des dans cas où ça certains se cas. justifie. Ouais, Maintenant, avoir des projets, c'est bien, mais il faut aussi anticiper, savoir est-ce qu'on va les réaliser ou pas, et dans quelle échéance. Et j'ai envie de dire, si c'est exactement. dans 4, 5, 6 ans, on peut toujours faire une holding à n'importe quel moment, hein. Mais voilà, c'est un coût par contre, hein. Mais Ouais, faut se structurer de telle manière qu'il n'y ait pas de soucis, et on peut effectivement apporter une solution, mais pour oui, au quand c'est moment prêt, voulu, au pas moment voulu. forcément anticiper, parce qu'en fait, souvent, c'est créé comme ça. Je crée ma holding, j'anticipe Mhm.
des grosses acquisitions immobilières dans C'est les ça. années à venir, puis finalement, il y a des refus de prêt, la banque ne comprend pas le montage, elle se demande pourquoi cette holding est présente alors qu'il n'y a aucun flux à faire naviguer, pour des perspectives d'investissement professionnel rapide, la banque a horreur de ça, en général, elle dit non mais Oui, attendez, vous avez créé une holding, je vais acheter plusieurs millions d'euros dans les années à venir. Bon, la banque, c'est pas son délire en général. oui, Ça complexifie les dossiers, en plus, et surtout que pour l'immobilier, entre autres, à partir du moment où il n'y a pas d'activité commerciale qui génère des flux importants, en immobilier, on emprunte beaucoup, et en fait, il y a pas vraiment de flux à faire naviguer avant que les crédits soient terminés. mm, Donc c'est vrai que je pense qu'il faut se poser la question de ce montage qui est vraiment mis en avant sur Internet comme une solution miracle pour faire naviguer des flux financiers qui sont inexistants pendant la durée finalement du remboursement du crédit. oui. Et puis ce que les gens n'anticipent pas, c'est que leur société peut devenir une holding à n'importe quel moment. Si j'ai une SCI familiale, Et- j'ai un autre projet qui naît, je peux tout à fait créer une SCI, mettre cette SCI en tant qu'associé. Et dans ce D'accord. cas-là, les mouvements de trésorerie qu'on vend par le BEDA Holding, ils existent Ah, très bien. à Ok. moindre frais. Donc, Ouais, elle euh, sert de holding, en fait, une elle sert de SCI holding. déjà existante peut servir Exactement, de holding exactement. pour prendre des participations. Exactement, et là, ça évite justement tous les frais, qu'on aurait pu générer avec une holding. Donc là, voilà, c'est parce que, et ça arrive le moment venu. C'est-à-dire que je réfléchis, je me dis, voilà, j'ai de l'argent dans une SCI, je veux pas le sortir parce que fiscalement, j'ai Oui. la flat tax et autres. Cette SCI prend des participations dans une autre SCI qui va, à la limite, comme c'est plus tard, on va faire rentrer les enfants de cette nouvelle SCI, donc on patrimonialise, et puis ainsi, c'est tout à fait possible. Ouais, super intéressant. Dans ce cas-là, c'est en fait fait au moment où il y a de la C'est trésorerie, au moment où ça justifie. c'est Et en exacto plus, on utilise déjà une société existante, c'est donc il n'y a pas exactement ça. de frais complémentaires à payer. Et donc, une SCI peut être associée dans une SCI existante. Donc, on dit qu'il faut être deux dans une Oui, SCI. Donc, il peut y avoir la personne physique qui crée la SCI et la deuxième personne sera la personne morale tout de à la fait, SCI tout à fait. Il qui y est a pas déjà d'un existante. tout à fait, je vois pas d'inconvénient à cela, D'accord, très bien. et Bon, ben super. je l'ai déjà fait, donc il y a pas eu de Oui, oui, souci, oui, tout à fait. Oui, 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 mais c'est un montage que je connaissais pas et et effectivement intéressant parce que ça optimise effectivement le nombre de structures et voilà. puis ça peut être réalisé plus tard. Le seul hic, c'est effectivement, lorsqu'on fait intervenir une SCI dans une autre SCI, faut que la SCI qui intervient en tant qu'associé soit pérenne. C'est-à-dire que, Ouais. qu'est-ce qu'on en fait si c'est, 3 ans après, Oui, elle a plus de raison d'être, ça peut poser problème. Donc voilà, ouais, c'est tout à fait. vraiment, sur le moment, on réfléchit, on se dit: «Voilà, quel est le projet?» D'accord. Et on peut trouver des solutions, et surtout les moins coûteuses, parce que quand elles sont les moins Et coûteuses, celles oui, qui bien enrichissent sûr. le plus. Non, non, mais c'est sûr, on se rend pas compte, mais les frais de constitution puis les frais récurrents de gestion de comptabilité, C'est surtout la gestion, de oui, comptabilité. ça peut plomber effectivement. Même si vous avez un comptable, vous négociez bien, au minimum, vous allez, on va dire 800, entre 800 et 1 500 € par an. Mm. Surtout le mot holding, ça fait rêver, donc même les comptables, ça les fait rêver. Je vais me faire des ennemis. Mais, Non, mais, mais c'est sûr. mais voilà, ils vont prendre, surtout qu'il n'y a pas forcément de flux, hein, sur une holding. Oui. Donc c'est ça, plus la CFE, plus, Mm, mm, mm. plus la gestion, parce qu'il faut déposer les comptes. Ouais. Euh, Exactement, il faut déposer les comptes aussi, contrairement au SCI, donc ça c'est fait des ça, frais supplémentaires, c'est des ça. actions supplémentaires. Ok, donc dans le cas où c'est justifié, c'est à partir du moment où on a une entreprise commerciale qui Oui. génère beaucoup, on peut dire, je sais pas, commence à faire pas mal de trésorerie, hein, plusieurs centaines de milliers d'euros. Voilà, faut vraiment que ça génère. C'est pas une petite entreprise commerciale, c'est pas parce qu'on a 15, 20, 30 000 euros de trésorerie qu'on va créer une holding. Enfin, Non, voilà, il faut vraiment non. que ça génère des gros flux, avoir de la trésorerie, et à ce moment-là, effectivement, dans ce cas précis, ça peut justifier la création d'une holding pour Su- pouvoir intégrer les apports dans C'est de la SCI et de c'est ça. l'acquisition immobilière. Hein. Et suivant les perspectives qu'on a. Mm. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est difficile parce que, quand on est dans le projet, on s'imagine, on se projette, hein, forcément. Et puis la réalité fait que la projection se réalise ou ne se réalise pas. Tout à fait. Donc voilà, il faut trouver l'équilibre Pas les pour créer que trop si tôt. ça se réalise, c'est très bien. Si ça se réalise pas, voilà, je m'en sors. Ouais, tout à fait. Ok. Et par rapport justement à la temporalité,
Moi, je vois beaucoup d'investisseurs qui se projettent dans de l'acquisition immobilière, qui créent des SCI avant même d'avoir trouvé des biens, avant même d'avoir, réalisé une demande de financement et donc on se retrouve avec des coquilles vides comme ça, inexistantes pendant des mois, voire des années Oui. et donc c'est vrai que ce que je conseille et ce qu'on conseille à nos clients d'ailleurs qui viennent te voir, c'est d'établir des projets de statut à ce moment-là, de faire la demande de financement avec les projets de statut et une fois qu'on a l'accord de financement, enregistrer la société à ce Oui. moment-là. Mais surtout pas l'inverse, parce que si on se retrouve avec des refus de prêt, encore une fois, on se retrouve avec des coquilles vides pour lesquelles il faut Alors, payer alors la c'est là, comptabilité, c'est etc. là où on voit la problématique, c'est qu'effectivement, le schéma est le suivant. J'ai un projet, je signe un compromis en nom propre avec faculté de substitution. J'attends d'avoir l'accord de prêt, et une fois que j'ai l'accord de prêt, j'immatricule la société. Sauf que, ça c'est le schéma classique que tous les initiés connaissent. Mm. Sauf que quand vous allez voir votre conseiller bancaire, qui n'est pas forcément spécialiste de la chose, parce qu'on va dans sa banque et le conseiller financier n'a pas forcément l'approche des choses, il ne maîtrise pas. Mm. Hein. Oui, bien Et là, il sûr, va vous dire, bah, malheureusement. il me faudrait le cabis. C'est ça. Et oui, c'est ça, oui, oui, tout à fait. En fait, c'est Ouais. le conseiller de la banque qui va dire, ah, Oui, il me faudrait le cabis, parce que lui, il ne sait pas. et non, il sait pas. Oui, 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 Parce que dans son logiciel, en fait, concrètement, on demande le numéro SIRET de la société, donc il va se dire, bah, il me faut le cabis. et oui, bien sûr. Or, en fait, ben, non, il n'y a pas besoin du cabis pour la demande de prêt, ils ont l'habitude, mais des fois, le conseiller qu'on a en face de soi, Il n'est pas au courant. qui vient d'être muté, qui s'occupait des prêts à la consommation avant, et ben, voilà, il dit, bah, faut le cabis. Et c'est ce qui porte... Oui, euh, évidemment, le conseil, du coup, en erreur, qui induit j- en erreur complètement. voilà, et donc j'ai beaucoup de clients qui arrivent et me disent, ouais, mais non, il faut immatriculer. Je dis, non, non, voyez bien avec votre banquier, Bien sûr, dites-lui de m'appeler s'il y a un besoin. Et là, en général, bah, non, non, il n'y a pas besoin d'immatriculer. Forcément, on n'immatricule qu'une fois qu'on a l'accord de prêt. tout à fait. D'ailleurs, je t'ai fait intervenir, régulièrement dans des demandes de financement aussi pour, expliquer, justifier certains montages et ça, c'est quelque chose qui est très apprécié aussi Mhm. par les banques, pour, montrer qu'on est, entouré, conseillé par des spécialistes et les banquiers adorent, voilà, qu'on s'entoure de professionnels. Donc, sur les montages plus ou moins complexes, je sais que tu me faisais des notes, aussi explicatives quand on a fait, un OBO, un rachat à moi-même, donc de biens que j'avais en nom propre dans le cadre de SCI, etc. On a démontré et prouvé l'intérêt fiscal, etc. Donc entourez-vous de bons professionnels, ça vous aidera aussi dans vos demandes de financement. Oui. Donc ça, Oui. c'est hyper important et on a un sujet d'ailleurs sur une acquisition pour un client avec un local commercial un peu complexe. Le locataire, c'est une holding basée à l'étranger qui génère beaucoup de flux, mais avec des filiales en France qui, du coup, sont redevables en compte courant d'associés de gros montants, plusieurs millions, donc les banquiers ne comprennent pas, etc. Et c'est là que l'intervention d'un spécialiste peut vraiment aider à faire comprendre à des banquiers qui ne sont pas des spécialistes. Oui, mais alors, voilà, mais il faut déjà que nous, on comprenne aussi. Hein. Parce que, Aussi. parce que, Ouais, ouais. voilà, une fois qu'on a compris, c'est plus facile d'expliquer. Oui. Mais des fois, on n'est pas magicien. Hein. Si quelque chose Ouais. qui est foireux, il reste foireux. Hein. Ouais, ouais, tout à fait, tout à Et fait. c'est surtout le but, c'est justement de dire attention, c'est foireux. Mais Oui. effectivement, dans le cadre d'une approche un peu complexe, qui n'est pas habituelle, parce qu'il faut voir que alors, je vois par rapport aux banques, c'est centralisé maintenant. Et c'est vrai que, en fonction de l'interlocuteur qu'on va avoir, soit il maîtrise, soit il maîtrise pas. Et comme Ouais. lui, il doit lui-même convaincre Et oui. au-dessus, si lui, l'information, il la maîtrise pas, c'est difficile de convaincre. Donc c'est pour ça que des fois, ben, une note, une explication lui permet de faciliter quand il va passer en commission, dire voilà, Donner les armes. voilà. Ouais, tout à fait. Non, non, super. Et c'est vrai que du coup, là où tu as été super aussi, c'est sur la rapidité d'exécution sur les créations des SCI. Ça, c'est super parce qu'on a toujours un temps limite entre Mm. le compromis et l'obtention des offres de prêt. C'est ça. Alors, c'est un mois et demi. Alors, souvent, je vous conseille de mettre un peu plus, de mettre 2 mois, voire 2 mois et demi. Ouais. Parce que voilà, comme disait Olivier, on signe avec une clause de substitution et on explique qu'on va créer une société et qu'il nous faut un petit peu plus de temps. Mais malgré tout, le dernier record, je crois que tu m'as sorti un cabis en moins de, je crois que 10 c'était heures.
10 heures. 10 heures, ouais. Ouais, Là, ça c'est dépend des record à greffes. battre, hein. Ça dépend des greffes. Mais effectivement, alors le problème qu'on a, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a l'accord de prêt et puis il y a le chèque. Mmh. Entre l'accord de principe et le chèque, il peut se passer encore beaucoup de temps, Oui. ce qui est difficilement gérable parce que, alors après, une fois qu'on a l'accord de principe, il y a les assurances. Mmh. Donc, Oui. faut gérer le problème des assurances. Avec Et des là, éventuelles formalités, des fois, ouais, et puis médicales. voilà, des fois on vous dit il n'y a pas de problème, et puis on vous dit, je sais pas, parce que vous avez eu mal au dos il y a Ouais. 10 ans, alors on vous dit, oh là là, faut aller voir un spécialiste, ça devient Faut pas de insurmontable. problème, faut être en bonne santé, tout va Voilà, bien. et puis après, voilà le chèque. Alors, en général, quand il y a l'accord de prêt, le vendeur, on lui dit, ah, oh, j'ai eu l'accord, donc il est un peu content. Mais faut pas que ça traîne trop parce que lui aussi, à un moment, il Avoir des doutes. s'impatiente. Et moi, Eh j'ai eu oui. un jour une vente qui a failli vraiment passer à la trappe alors qu'on avait l'accord de prêt. Mais c'est tout simplement, entre le délai de l'accord de prêt et le chèque, ça traînait, ça traînait, ça traînait, ça traînait. Ah oui. Le conseiller qui part en vacances, Ah, son c'est tout le remplaçant temps qui comme tombe ça. enceinte, enfin sa remplaçante qui tombe enceinte, donc ainsi de suite. Et à Exactement. l'arrivée, personne pour faire le chèque. Oui, tout Donc à là, fait. Mais c'est on- souvent long, hein. c'est C'est souvent très souvent long. très, très long. Beaucoup Très long. plus long que ce qu'on Ah oui, s'imagine. oui, oui. On est plus sur des délais de 4 mois aujourd'hui entre le Ouais, compromis et l'acte authentique que 3 mois. c'est ça. Avant, Je c'était je plutôt suis 3 d'accord. mois. On est plus sur 4 mois. Et comme tu le dis, le vendeur peut retrouver sa liberté quand Oui, on sort finalement du cadre légal de oui, l'avant-contrat oui. qui a été signé, du compromis. Il a juste un courrier à nous envoyer. On a 8 jours pour acheter. Si au bout de 8 jours, on n'a pas la possibilité d'acheter, ben, le vendeur retrouve sa liberté. Et ça, c'est embêtant parce que souvent, quand on est acheteur, des fois, on négocie, on fait des bons coups. Et si le vendeur a la possibilité de retrouver sa liberté et se rend compte que finalement il peut vendre plus cher, il C'est va ça. saisir l'opportunité. On est d'accord. Donc faites attention, mettez bien des délais les plus longs possibles en expliquant que vous êtes accompagné par un avocat en droit fiscal, un spécialiste, que vous allez consulter Et que voilà, des l'argent arrive, que spécialistes. l'argent arrive. L'argent arrive, c'est juste une question de formalité juridique. Et voilà, en général, ça passe très bien, ça fait très bien. Je suis accompagné par mon avocat qui va me créer la structure adaptée. C'est juste un petit délai d'enregistrement légal. Voilà, c'est pour ça, si vous pouvez me permettre d'avoir un petit délai supplémentaire pour les formalités. Mon avocat est débordé, c'est un excellent avocat. Il est très Oui, compliqué à ouais, avoir. en général, c'est ça. Ou le notaire, mais voilà, c'est ça. Tout à fait. Non, non, mais oui, mais c'est vrai que ça devient, enfin, c'est pas rare que on n'ait pas l'argent alors que l'accord de prêt a été donné 1 mois et demi avant, ou voire Mhm. 2 mois avant, et le jour de la signature, il n'y a pas le chèque. Tout à fait. Donc parlons un peu de montage, alors un peu plus complexe. Alors moi j'ai trouvé des solutions miracles. Alors, je me rappelle un jour, justement alors c'est là où en fait il y a conseilleur et faites attention parce que vous assumez les responsabilités. C'est pas, les avocats qui vont vous créer vos structures après, qui vont, si ils seront là en cas de contrôle fiscal, ils seront là, Oui, parce qu'on est... ils factureront à la rigueur, mais vous êtes responsable de vos décisions. Et c'est vrai que, d'ailleurs, même pour les experts comptables, je me disais, en fait, un expert comptable, je lui confie toute ma comptabilité, je suis tranquille, c'est lui qui gère, j'ai pas de souci. Eh ben non. S'il fait des erreurs, vous êtes responsable. C'est pas l'expert comptable qui est responsable. Ouais. Donc faites très attention. Sauf après, si vraiment il a commis une erreur, à se retourner contre lui pour sa responsabilité. Mais en attendant, il faudra sortir l'argent Ouais. et affronter la problématique avant que sa responsabilité éventuelle puisse être retenue. Tout à fait. Donc, ce que j'ai aimé en fait dans ton approche, c'est une approche aussi prudente et long terme, parce que effectivement, j'ai rencontré d'autres avocats qui avaient des propositions de solutions qui paraissaient idylliques sur le papier, mais qui étaient hautement risquées à requalification fiscale sur le long terme. Et ça, c'est quelque chose, moi, qui ne m'intéresse pas, hein. Ça peut intéresser certaines personnes. Vous savez qu'il y a un risque. Bon, vous le prenez pas. Mais en fait, dans les propositions, souvent, on ne parle pas de risque, on vous assure que tout se passera bien. Donc, dans ces solutions, tu en as vu passer plusieurs. Les solutions miracles, on va pouvoir en donner une ou deux, mais il y en a une qui est assez intéressante. Quand je l'ai découverte, je me suis dit, franchement, la formule est magique. C'est évidemment le démembrement de part d'usufruit à durée temporaire. Alors, c'est pas tout à fait de La part, délégation démembrement temporaire temporaire. d'usufruit, ouais. Vas-y. Alors ça, c'est un truc génial, mais ça vient d'un congrès des notaires. Alors,
Plus exactement, pendant longtemps, le démembrement, des parts, c'est quand il n'y avait pas le mariage pour tous, pour les concubins. On essayait de protéger, donc on démembrait, il y avait des achats croisés. Les notaires sont Oui. très imaginatifs là-dessus, pour protéger le conjoint survivant. Ils avaient fait des montages, alors achats croisés, Oui. tantinés ou autres. Et Croisé, bon, c'est-à-dire nue propriété, usufruit, voilà, et inversement, c'est usufruit, nue ça, propriété. voilà, c'était des montages assez subtils. Ouais, Donc, très fier, c'était le Cridon, le centre de ouais. recherche des notaires qui avait mis ça en place. Et puis, le congrès des notaires, ouais, c'est une bonne solution. Arrive le mariage pour tous. Donc là, tous ces montages, la mort moelle qui était. Qui effectivement sur le papier était vraiment bien, bon, ouais, mais qui Oui. n'était peu utilisé, c'était vraiment quelques initiés. Et là arrive un congrès de notaires où ils sortent la délégation temporaire d'usufruit. Alors c'était concrètement, j'achète moi à titre personnel une ruine, j'ai ma société d'exploitation qui va être le locataire, mais qui va me refaire un palais. Mhm. Bon, et pour justifier un peu ça, on va lui déléguer temporairement l'usufruit, histoire que ça puisse justifier que de ma ruine, elle en fasse un palais. Mhm. Donc très vite, les impôts ont dit waouh, beau montage. Oui. Et puis ils ont commencé par dire ouais, enfin, moins de 25 ans de délégation temporaire d'usufruit, non. Donc déjà, il a fallu se projeter à 25 ans. Oui. Et en matière commerciale et autres, 25 ans, c'est très long. Et là, j'ai 2-3 cas où la société commerciale, qui marchait très bien, a fait faillite. Mhm. Et là, je me retrouve dans des structures où j'ai un mandataire judiciaire et on est coincé. Ah oui. On est coincé parce que si je Oui, on peut pas casser le contrat qui a été établi sur ou lui 25 ans. proposer un rachat de l'usufruit, mais bon, tout ce qu'on a pu gagner, on l'a perdu. Enfin Et bref, oui, ça repart. et donc parce que tout simplement, c'est impossible pour une activité économique aujourd'hui, ça va tellement vite de s'imaginer dans 25 ou 30 ans, Oui, quoi. Enfin, je veux dire. il peut se passer un divorce, il peut se passer Plein de plein de choses dans choses, la vie, en une fait. activité, Ouais. Souvent, on maintenant revend en avec, plus. maintenant avec l'IA, ouais, et comme ça, mais c'est vrai Ouais. qu'une activité qui marchait bien, du jour au lendemain, peut Mhm. péricliter. Tout à fait. Je me souviens des pizzerias, tout le monde voulait avoir un kiosque à pizza, maintenant Oui, il y en a partout. voilà, maintenant, Ouais. ça, voilà, D'ailleurs, ça a coulé, moi, la boîte à pizza qui a mis un distributeur de pizza sur un emplacement. Je trouvais ça super. Il me donnait oui, 350 euros de loyer par mois. Je me oui. dis, mais comment ça peut fonctionner, être Bah, rentable? Ils là, la payent leur réponse, électricité. Ça a ça duré peut 3 pas. mois. Ils sont en liquidation. C'est ça, bah oui. Voilà. Ouais, ouais. Donc, ils en avaient mis partout. Ouais, oui. Mais je suis d'accord. Ça va très vite, et même des activités qu'on voit avec le groupe Casino. Enfin, je veux dire, avant, on Mm. avait comme locataire Casino, je veux dire, dans un centre commercial, je veux dire, Ouais. on était les rois du pétrole. Ouais. Ouais. Jamais on n'aurait pu penser que Casino, du jour au lendemain, puisse faire faillite, et puis qu'on retrouve des bâtiments. Alors nous, on a le cas à une énorme grande surface qui est Oui. vide aujourd'hui. Tout à fait. Incroyable. On n'aurait jamais pu Voilà, imaginer ça. donc, se projeter dans 25 ans, aujourd'hui, c'est très dur, et ça peut amener à ce genre de situation. En fait, pour reprendre, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont nous écouter qui ne sont peut-être pas, pour bien comprendre le montage, en fait, c'est l'acquisition du bien qui se fait en IR, par exemple, en Oui, SCI à l'impôt sur les revenus, pour du coup bénéficier de l'abattement de plus-value du nom propre, qui est oui, beaucoup plus avantageux que celui de la société, de l'impôt société, et va donner l'exploitation et donc l'usufruit de son bien à une SCI qui peut être à l'IS. Et donc pendant la durée finalement d'exploitation, donc de 25 ans, c'est un peu long, oui, ou euh, 25 ans, voilà. voilà, elle va donc bénéficier de l'impôt société qui est beaucoup Mm. plus avantageux parce qu'effectivement quand on touche l'argent en nom propre, en SCI LIR, on est vite fiscalisé sur des tranches d'imposition assez élevées. Donc pendant la durée d'exploitation, c'est de l'IS. Et à la fin de l'exploitation, la SCI à l'IR récupère l'usufruit gratuitement, c'est un Ouais, contrat, une ouais, convention, et elle peut revendre le bien avec la plus-value des particuliers. oui. Alors, tout en sachant que quand même j'ai une réserve, parce que c'est à la limite de l'abus de droit. Et bien sûr.
Alors, depuis qu'ils ont mis une solidarité entre l'avocat fiscaliste et les montages fiscaux qui seraient requalifiés d'abus de droit, à mon avis, c'est l'abus de droit parce qu'il faudrait vraiment justifier La raison, la raison bien sûr. par rapport à cela. Hors C'est-à-dire qu'un fiscal, évidemment. hors fiscal, ben, par définition, l'abus de droit, c'est une notion tellement vague que dès lors qu'il s'agit de se soustraire ou de minorer l'impôt, ça peut être qualifié dans l'abus de droit dès lors qu'on démontre un élément intentionnel. D'accord. Or là, s'il n'y a pas de raison économique, Mmh. pour moi, c'est de l'abus de droit. Dans le cas d'une société d'exploitation commerciale, on peut dire oui, il y avait de gros investissements à faire en travaux. C'est la société d'exploitation qui voulait exploiter comme elle l'entendait et avec ses propres critères. Elle voulait aménager les locaux avec du marbre. Moi, j'aime pas ça, mais et des robinets dorés. Ouais. Bon, voilà, ça peut se justifier. On peut dire, voilà, il y avait un intérêt économique, ça permettait à la société d'investir au-delà, bien au-delà de ce qu'un simple locataire aurait pu faire. Et comme elle avait l'usufruit, voilà, ça lui a mené une neutralisation. Et derrière, effectivement, on récupère un bien tout clinquant, tout beau. Au bout de 25 ans, on se dit, bon, c'est moins clinquant, moins beau que... Mmh. Ouais, ouais, tout Voilà. à fait. Bah, ça, c'est un montage qui se faisait beaucoup et puis après, il a été, retoqué de Ah, plus mais en plus et voilà. je me souviens que suivant le congrès des notaires qu'il y avait eu, il y a eu des formations chez les experts comptables, Mmh. chez les avocats, en disant waouh, une idée Et oui, bien géniale. sûr. Ouais, ouais. Et moi, il y a beaucoup d'experts comptables avec qui je travaillais qui me disaient ah ouais, on a une super idée à ce moment-là. Ouais, enfin, quand même, Ouais. c'est chaud, quoi. Ouais, 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 C'est- ouais, 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 tout à fait. Mais c'est vrai qu'à l'époque, beh, la loi a changé aussi. Il y avait cette notion de exclusivement fiscal. Quand le montage était exclusivement à but, fiscal, bon, ça pouvait être qualifié et maintenant, il y a un mot qui a changé, c'est principalement fiscal oui, et ça a tout changé aussi, ça change dans tout. les redressements, finalement les analyses, beh, des impôts sur, certains, montages où on disait: «C'était pas exclusif parce qu'il y a, je sais pas, on trouvait une petite raison Ouais, ouais, je suis et d'accord. ça passait et maintenant non, c'est à partir du moment où c'est C'est principalement fiscal, c'est très c'est pas vague. bon. C'est très vague. C'est dire, en fait, c'est le caractère vague Oui, 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 tout à fait. qui fait que quand on monte une SIX, soit l'IR ou l'IS, le choix entre l'IR et l'IS, c'est quand même fiscal, Oui, bien à la sûr, base. tout à donc, fait. donc, on se dit, ah ouais, mais quand même, ça pourrait rentrer dans l'abus de droit, quand même. Oui, Bon, ouais, on ouais, va c'est pas vrai. jusque-là, mais quand même, il y a des montages, justement, dès lors que ça devient un montage compliqué, ça sent l'abus de Oui. droit. Oui, oui, tout à fait. C'est- Bon, Tout à fait. les délégations d'usufruit, honnêtement, temporaire d'usufruit, bon, Ouais. Le plus simple pour moi, c'est le meilleur et c'est ce qui me permet d'avoir une vision claire aussi et longue dans mes projets et surtout bien dormir. et bien C'est dormir. capital Ah de oui, non, bien mais c'est dormir, sûr, c'est ne pas se sûr. dire. Ouais, 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 de pas se dire: «Est-ce que je vais recevoir un courrier? Comment je vais, Et puis c'est vraiment, aborder, et puis c'est surtout que c'est le moment où on s'y attend le moins, parce qu'on peut, par exemple, sur un montage comme ça, pendant 15-16 ans, Ouais, 17, 18, on se ouais, dit, oh, putain, j'ai bien fait de le faire, à la 19e année, paf, ouais, remise en cause. ouais. Aïe, oups, Et ça remet là, tout en cause. eh Le ben château oui. de cartes Et puis, et s'effondre. puis, non seulement ça s'effondre, mais le gain c'est Ouais, une ouais, perte sèche. Donc, tout à fait. non, faut être très vigilant. Il y a pas, malheureusement, il n'y a pas de recette miracle. Et puis, on le voit, hein, Mmh. le fisc réagit toujours plus ou moins vite, Oui, oui, mais dès lors qu'il y a un trou dans la raquette, le ouais, fisc, c'est des pragmatiques, hein. tout à fait. Donc, ça met 2, 3, 4, 5 ans, Oui. mais au bout de 5 ans, le trou y est plus, hein. Oui et puis contrairement à ce qu'on pense sur les sociétés, ils peuvent revenir bien plus en arrière aussi et ça peut vraiment faire mal. Donc non mais le fait d'être bien accompagné, c'est hyper important et d'ailleurs pour tous les contrôles que j'ai eus, à tous les niveaux, on n'a eu aucun redressement, enfin j'ai eu un redressement de 1 000 € moi sur un gros contrôle donc franchement, ça se passe très, très bien et on est serein dans le temps. Au niveau du montage, c'est, souvent un peu prématuré de choisir un montage avant finalement, bah, de trouver un projet. Mhm. Parce que, bon, déjà, il faut regarder s'il va y avoir des travaux. Est-ce qu'on va pouvoir faire du meublé? Va être le type de location? Est-ce que ça va être de longue durée, moyenne durée, et cetera? Donc, je pense que l'aspect fiscal doit se poser, la structure,
au moment où on a trouvé un bien, en fonction de trois éléments principaux pour moi. Ça va être la situation fiscale de l'acheteur, de l'emprunteur. Donc, est-ce qu'il est fortement fiscalisé, une tranche marginale d'impôt assez élevée? Là, effectivement, quand on est sur des tranches à plus de 30 ou 40%, on peut se poser la question, effectivement, de s'orienter plutôt vers un type de structure société pour avoir une vision un peu plus structurelle long terme. Le deuxième question à se poser, ça va être sur ses objectifs. Est-ce que c'est pour avoir des revenus complémentaires, pour toucher finalement les loyers en direct à plus ou moins long terme? Donc là, c'est pareil, ça peut orienter effectivement le type de structure en nom propre plutôt qu'en société. Et le troisième point, ça va être, le projet, en fait. Est-ce qu'il y a des travaux, pas de travaux? Est-ce qu'on peut faire du meublé, pas de meublé? Et une fois qu'on a tous ces éléments et sans le bien, en fait, on peut pas choisir à l'avance, en fait, sa structure. Donc c'est pour ça que, je vois beaucoup d'investisseurs qui veulent tout maîtriser, tous les aspects avant de se lancer, avant de trouver un bien. Je veux savoir exactement quoi mettre dans le compromis, je veux maîtriser tout l'aspect travaux, je veux, connaître tous les statuts par cœur. Bon, le mieux, c'est de faire étape par étape. On trouve un bien, on doit signer un compromis. À ce moment-là, effectivement, on se renseigne sur la rédaction du compromis, les bonnes clauses à intégrer, etc. Et voilà, par rapport à la fiscalité, je voulais en parler parce que en fait, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui passent pas à l'action. C'est-à-dire qu'elles se mettent la barre trop haut. Je veux maîtriser la SCI à l'IS, je veux maîtriser le LMNP, je veux maîtriser la holding, je veux maîtriser, on veut tout maîtriser. En fait, ils oublient l'essentiel, c'est trouver un bien et le faire financer et le mettre à louer, quoi. Oui, Il y a toujours un bon statut. et puis parce que effectivement chaque bien amène une structuration différente par rapport à ses objectifs. Mm. Tout de suite, quand on parle de d'hier ou yes, bon, alors moi je pars du principe, un petit studio qui va me rapporter allez, 200 euros, 300 euros par mois, c'est de l'épargne. Pourquoi? Parce que allez, sur l'année, on est à 3000 euros de revenus. Même si je suis taxé lourdement, ça va pas changer la face de la donne. Mm. Euh, Au-delà, ça risque de m'impacter fiscalement en m'amenant à des tranches d'imposition très élevées, ce qui fait que ça va peser et si j'ai le moins de problèmes, je vais le regretter. Mm. Donc voilà, c'est en fonction du bien, forcément des travaux, comme tu le dis, hein, Ouais, ouais, et tout à fait. puis savoir combien ça va me rapporter, parce que Et oui, au niveau des loyers, si c'est très élevé, forcément, je n'ai pas le choix là. ouais, Je peux pas les absorber en direct. Donc exactement. c'est vraiment le bien qui, qui dicte Oui, la façon dont... oui, le statut sera Ouais, adopté. Moi, je trouve qu'une vision de 5 ans est pas mal. On peut pas avoir une vision de 20 ans, c'est impossible, non. ça évolue beaucoup, et puis il peut se passer beaucoup de choses. Moi, j'aime bien avoir une vision sur les 5 prochaines années, sur la fiscalité. Donc, ça permet voilà, de voir un petit peu quand même assez loin, de pouvoir anticiper d'éventuels rachats pour créer du déficit, etc. Au-delà de 5 ans, c'est compliqué d'avoir une Ah, mais maîtrise on l'a totale pas sur la fiscalité. déjà une année sur l'autre avec les lois de finances qui changent. Ouais, On l'a pas. Alors déjà 5 ans, c'est c'est déjà, pas mal. on est plus sur la tendance. Ouais. Mais au-delà, on ne sait pas. On ne sait pas comment demain peut être taxé l'immobilier. Ça peut Mm. devenir. Il y a toujours des idées qui germent. À un moment là, c'était il y a 2-3 ans où là, on ne serait plus propriétaire, Oui, c'est mais on vrai, il y serait avait ça locataire. Et aussi. là, tous Oui, les propriétaires, c'est pas possible. ouais, 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 Donc c'est voilà, vrai, si c'est une idée voilà, qui est lancée comme ça, si ça prend, tout à fait, tout à non, non, fait. c'est risqué. On peut pas, au-delà de 5 ans, enfin, Ouais, même déjà, moi ce que je dis toujours, le montage qu'on présente, c'est déjà dans l'actualité, au mm, présent. tout à fait. Au-delà, on ne peut pas garantir Oui, l'évolution du montage. Mais en fait, c'est pour ça que le but, c'est de ne pas faire des montages compliqués, mm, parce que dès lors qu'on a quelque chose de simple, à la limite, on peut le défaire ou refaire. ouais, Quand on a quelque chose de compliqué, c'est impossible, on est coincé. tout à fait. En fait, moi, dans mes montages, en fait, souvent on me demande comment tu structures au niveau fiscal. En fait, c'est assez simple, hein. C'est du nom propre pour faire du déficit foncier quand il y a Mm. beaucoup de travaux. Mm. Et donc, j'essaye d'avoir des enveloppes de déficit reportables
sur au moins 4-5 ans. Donc effectivement, j'ai quelques immeubles en nom propre, mais avec des enveloppes de déficit reportable, donc c'est sur 10 ans, qui me permettent de ne pas payer d'impôts sur le nom propre. Sinon, quand vous avez des biens en nom propre où la fiscalité arrive, ça fait très mal. Ah oui. Donc c'est vraiment la première erreur à ne pas faire, ce qu'on appelle un peu le cash squeeze, c'est retrouver écrasé par l'impôt et devoir revendre les biens parce qu'on n'arrive plus à supporter Oui. l'impôt. Donc non propre, attention, gros déficit. Et après, sinon, moi, c'est que des SCI à l'impôt sur les sociétés. Donc on a créé comme ça plusieurs SCI en fonction des biens, en fonction des associés, en fonction du volume de loyer aussi, parce que j'ai des SCI qui ont 2, 3, 4 biens, Ouais. quand on reste finalement sur des loyers acceptables. Et comme ça, on a englobé, encapsulé et organisé un petit peu mon patrimoine comme ça. Et je trouve que c'est assez bien. Alors, la SCI LIS, on dit toujours oui, mais à la sortie, ça fait mal. C'est vrai. C'est vrai. Mais quand on a emprunté 90% de la somme et que on en perd 45% à la sortie, ou même 50%, bon, on a quand même acheté le bien grâce à la banque. Oui, puis surtout, alors, moi je pars du principe que il n'y a pas de, il y a pas de cadeau fiscal. C'est-à-dire, soit on paye euh, tout le temps, Ouais. mais ce qu'on n'a pas payé pendant la durée de vie du bien, on le paye à la sortie. Mm. Il y a une différence, c'est qu'à la sortie, en bon français, je vais gueuler comme un putois, en me disant ah, c'est dégueulasse et autres, mais j'ai l'argent. Mais oui. Parce que si pour payer la plus-value, c'est-à-dire j'ai touché un chèque Mm. et il m'en reste parce que voilà. Alors que tous les mois, lorsqu'on a en plus des enfants qui vont en études, qui vont avec des besoins, si je paye tous les mois, ça peut effectivement me pénaliser dans mon fait. quotidien. Oui. Donc, qu'est-ce que je préfère? Être pénalisé dans mon quotidien et puis à l'arrivée me dire ah bah ouais, Mm. ou me dire gueuler comme un putois, et dire oh, allez, c'est dégueulasse, mais et voilà. Bien sûr. Puis ça donne pas envie de continuer à investir. Quand on est pénalisé pendant la durée d'exploitation, on n'a qu'une envie, c'est arrêter l'immobilier. Mais j'ai eu Et un on revend. J'ai eu un client, il n'avait pas très mal géré son affaire, donc il avait commencé, alors il avait des faibles revenus, donc il avait investi dans l'immobilier, il avait fait des belles opérations dans le locatif à Lierre, Ouais. et puis à un moment, son activité a augmenté, professionnelle a augmenté, donc il s'est pris un peu plus, pour, pareil, normalement, hein, Mhm. normal, il voulait augmenter son train de vie, Ouais. et là, fiscalement, il s'est retrouvé pris à la gorge. Mhm. Pris à la gorge et vraiment en panique Ouais. parce qu'il n'arrivait plus à faire face à ses impôts. Eh oui. Donc obligé de vendre un bien Ouais, ben là, c'est le scénario catastrophe. et de restructurer tous les autres en disant voilà, je Ouais. ne m'en sors pas. Et donc on était obligé de revendre à une SCI soumise à l'IS parce que, et là, ça a été. Oui, 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 tout Ah à oui, fait. parce qu'il y a les enfants, quand il faut Eh oui, 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 payer oui. ça, c'est vrai que au, au tout départ, il avait moins de besoins. Mais au Oui. fur et à mesure, bah, il y a des besoins, puis il y a envie de vivre aussi, hein. Ouais, 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 Et tout à là, fait. Tout à fait. Non, non, moi je regarde le capital amorti. On fait en sorte de ne pas payer d'impôts pendant la durée d'exploitation. oui, Et à la fin, ben, si on revend, on paiera l'impôt à ce moment-là. Mais si oui, on revend, parce qu'aussi bien, moi, les biens, je vais les garder et on va récupérer les loyers, parce que moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est surtout le long terme. C'est d'avoir des revenus complémentaires à la retraite. oui, Et donc, j'envisage même pas, finalement, la revente des biens de qualité que j'achète, oui. que je souhaite garder et éventuellement transmettre. Donc, en fait, la question de la plus-value ne va peut-être même pas se poser, finalement. Donc, Elle se posera bien un jour, mais voilà. on ne sera peut-être plus là. Tout à fait. Non, non, mais c'est Oui, non, mais sûr. c'est ça. Et puis, oui, oui, je suis d'accord. Donc, non, mais il y a des solutions pour tout, de toute manière, en immobilier. Voilà, chacun a sa vision. Et donc là, ben, au fur et à mesure de l'évolution, je me suis intéressé au commercial, à l'immobilier commercial. Parce qu'évidemment, quand on investit d'une manière un petit peu massive dans l'habitation, que je trouve super, hein, parce qu'en fait, on trouve des locataires facilement, tout le monde a besoin de se loger, ça marche super bien, j'ai aucune vacances locatives, c'est top. Mais on se dit, ah ouais, le commercial, il y a des loyers qui sont quand même sympas. On arrive sur des loyers, évidemment, pour certains locaux, à plus de 10 000 euros, 15 000 euros, 20 000 euros par mois. On dit, waouh, c'est quand même sympa. Les montants sont plus importants aussi, mais les rentabilités sont bonnes, peuvent être attrayantes.
avec des baux aussi commerciaux très avantageux pour les propriétaires, qui peuvent être à l'avantage des propriétaires. Et on se dit, avec beaucoup de charges qui sont aussi à la charge du locataire, on se dit, j'ai trouvé un monde merveilleux, on y va, on fonce, on va dans le commercial. Et je me suis rapproché d'un ami du coup qui est sur le secteur, donc salut Greg si tu vois la vidéo, qui m'a initié, qui fait ça depuis plus de 20 ans, qui est vraiment un vrai professionnel aguerri dans le commercial. Et là, je me suis rendu compte que j'avais pas les moyens. C'est ça. J'avais pas les C'est moyens ça. parce que, en fait, bon, alors c'est des sommes importantes, d'accord, mais on peut se retrouver avec de la vacance locative sur ce type de locaux et en fait, ça fait très mal. Donc, en fait, moi, j'ai fait une approche long terme, immobilier, ça se capitalise, voilà, au fur et à mesure du temps. L'immobilier commercial, il y a un peu plus de, comment dire, de turnover, il y a un peu plus de ventes pour récupérer de la trésorerie, pour absorber de la vacance locative. Donc il faut aussi revendre un peu plus rapidement, hein, tous les 7 ans maximum. Il y a toute une gymnastique beaucoup plus professionnelle et beaucoup plus, j'allais dire, énergivore, beaucoup plus pesante intellectuellement aussi. Bon, peut-être que j'y viendrai un jour, mais du coup, toi, tu accompagnes beaucoup d'investisseurs sur l'aspect commercial. Quel est ton avis sur le sujet? Qu'est-ce que tu as vu qui a fonctionné? Quels sont les pièges aussi à éviter? Quel est Alors, ton avis et ton expérience? déjà, quand on parle commercial, faut distinguer. Parce que moi, quand j'ai Oui, commencé, l'immobilier commercial, c'était l'immobilier de centre-ville. oui. Voilà. Donc, effectivement, il y avait des propriétaires qui avaient dans les rues commerçantes ils étaient propriétaires d'immeubles commerciaux, où à l'époque, tout le monde les rencontrait, les reconnaissait. Waouh, c'est lui le propriétaire. Donc, il y avait très peu de vacances parce Oui. que un locataire partait, il y en avait un autre, et puis les loyers étaient très élevés dans les centres-villes. Et là, effectivement, il y a des familles, hein, de notables qui, effectivement, sont vraiment enrichies sur cette période de l'après-guerre jusqu'aux années 90. Bon, après, les locaux commerciaux de centre-ville, bah, ça a quand même périclité. Et aujourd'hui, alors que les loyers étaient très élevés, eh bien, ils ont sacrément baissé. Beaucoup Mhm. sont vides. Ouais. Donc, déjà, cet aspect-là fait beaucoup moins rêver. Mhm. Tout à Être fait. propriétaire d'une boutique en centre-ville, aujourd'hui, je suis pas sûr que ça fasse rêver. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Euh, Ensuite, il y a ce qui s'est passé, c'est le développement des centres commerciaux, Mhm. où les premiers qui ont investi dans les centres commerciaux, qui ont fait des locaux commerciaux en but de les louer, effectivement. Alors à l'époque, le foncier n'était pas forcément très élevé, donc ils ont effectivement pu s'enrichir avec des loyers très importants, Mhm. ce qui fait que c'était une aubaine pour eux. Et puis derrière, ben aujourd'hui, il y a effectivement quelques bons coups par le, dans le but d'acquérir des locaux commerciaux, Ouais. mais avec une donnée, c'est que le locataire, ben, on ne sait pas pour combien de temps il y est. Et oui, ça Et, évolue tellement et vite. bien souvent, les locaux commerciaux sont spécifiques à une activité. Mhm. Tout à fait. Et là, c'est dur. Donc, Ça limite le choix. la personne qui va investir dans l'immobilier commercial, ça veut dire qu'elle est en mesure de prendre à sa charge 1 an ou 2 ans de vacances des locaux. Ouais, tout à fait. Et c'est la grosse différence avec Ah ouais. l'habitation. Et oui, si je peux supporter 1 an ou 2 ans de vacances de Oui, locaux, je peux investir. Mon risque est. oui, oui. Donc effectivement, je vais avoir une très forte rentabilité, mais j'ai le risque que 3 ans après, mon locataire fasse faillite. Donc je vais l'avoir pendant 1 an dans les locaux alors qu'il ne paiera rien. Oui, Il va me falloir encore 1 an pour relouer. Peut-être que je serai obligé de baisser le montant du loyer. du loyer parce que je vais trouver quelqu'un. Alors le problème des locaux commerciaux, c'est soit trop grand, soit trop petit. Oui. Et oui, c'est ça. Et Les tailles oui, à chaque fois, oui, oui, et oui, il faut faut que trouver ça corresponde pile poil et à c'est ça, c'est pour l'activité, ça que c'est pas rare de voir. l'emplacement, ouais, Vous etc. pouvez avoir des choses, des emplacements assez bons. Et moi, j'ai des clients, pendant 3 ans, ils ont été à la tête d'un local vide. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des touches. Mais alors, ils voulaient pas descendre le loyer parce qu'ils avaient les moyens de ne pas descendre le loyer. Ouais. Mais soit c'était trop grand, soit c'était trop petit, Mmh. soit voilà.
Assez compliqué. Moi, j'ai quelques petits locaux, en centre-ville, qui fonctionnent bien sur des petits loyers et là, Oui, effectivement, quand on loue 300, 400, enfin, j'ai jusqu'à 800 €, ça se loue bien parce que ça concerne, voilà, 80-90 du marché. D'accord, bien que ça fait 6 mois que j'ai un local vide là, mais qui est tout neuf, hein, qui est bien oui, placé en plus. oui. C'est un loyer à 450 €. Ça fait 6 mois qu'il est vide. Alors bon, moi je peux l'absorber sans aucun problème. Mais si c'était, comme on dit, un local commercial à 10, 15, 20 000 € par mois, ça fait un peu plus mal. Ouais, surtout avec la taxe foncière. Surtout, En j'ai vu plus. des bâtiments, vous pouvez avoir entre 80 000 et 100 000 euros de taxe foncière. Ouais, tout à fait. Et là, faut pouvoir. En fait, c'est une question, de moyens. Voilà, c'est ce Oui, que j'ai découvert un petit oui, peu dans oui. les locaux commerciaux. C'est vraiment, voilà, alors si on pour des petits locaux de centre-ville, bien sûr, c'est accessible. Mais dès qu'on parle de grandes surfaces avec de gros montants, c'est un step supplémentaire. Il faut avoir, voilà, l'épargne suffisante, pour absorber, et puis faire ce turnover. Moi, je vois, tous ceux que je connais qui investissent massivement dans les locaux commerciaux, beh, ils revendent au bout d'un moment pour récupérer finalement le capital amorti, puisque souvent on Oui. emprunte sur 15 ans, donc on amortit un peu plus vite aussi. Des fois, ils revendent au bout de 2, 3 ans. Ils ont amorti assez, ils revendent pour récupérer quelques centaines de milliers d'euros pour justement faire cette trésorerie d'apport Mm, pour de mm. nouveaux projets, absorber peut-être un peu de vacances locatives. Donc ça tourne, ça bouge sans arrêt. Ouais. C'est un peu moins de la capitalisation long terme, comme ce que je peux faire dans l'habitation d'une manière plus passive. Voilà. Oui, et puis il y a des périodes qui sont plus propices que d'autres parce en ce moment, c'est dur de trouver des locataires. Ouais, Donc c'est vrai que moi, quand j'ai commencé, même si la personne gardait le local 1 ou 2 ans vide, il relouait, ouais, et des fois même plus cher ouais, que le loyer initial. Aujourd'hui, on est vraiment dans l'incertitude, et ce qui fait que on peut être tenté au bout d'1 an de louer même à perte, hein, bien sûr. pour Et oui, limiter oui, la oui, casse. oui. Donc c'est vrai que c'est. Ouais. Mais le monde, effectivement, du commerce évolue avec Internet, avec maintenant l'intelligence artificielle, la location de bureaux, c'est pareil, le télétravail, ça a énormément évolué. Il y a beaucoup de postes d'ailleurs, à cause de l'intelligence artificielle qui sont finalement modulés, qui évoluent Mhm. vers d'autres activités. Et donc, on est sur cette période où franchement, ça devient un peu plus compliqué. L'immobilier de bureau, par exemple, alors là, c'est encore plus compliqué, Ah oui, encore non. plus Ah oui, difficile. oui. Donc voilà, bon, vous avez compris, moi je suis très très habitation, ce qui demande par contre un peu de temps en termes de gestion, mais bah, comme toute entreprise, quand on fait de l'immobilier d'une manière professionnelle, on se structure et c'est ce qui se fait petit à petit. Vous pouvez prendre un gestionnaire qui va chapeauter, qui va gérer les travaux. Voilà, tout ça, ça peut s'organiser comme une vraie entreprise après. Ou les trucs qui marchent bien, mais alors c'est très difficile, c'est à la limite de le faire à plusieurs. Il faut Ouais, être trouvé pour pouvoir se regrouper et pouvoir faire un projet à plusieurs. ouais. Mais c'est dur. C'est très dur C'est très dur de parce qu'il faut trouver s'associer. les bonnes personnes, et puis Ouais. qui aient la même vision, qui n'ait pas de besoin Mm, mm, mm. particulier Ouais, pendant l'opération. tout à Voilà. fait. C'est vrai que c'est dur. C'est dur, quand c'est bien fait, c'est productif, c'est utile pour tout le monde, mais je pense que dans ta carrière, tu as vu tellement d'associations, Oh là, capoter. c'est comme les mariages, hein. Et oui, c'est Ça peut ça, ouais, 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 et c'est sûr qu'évidemment, quand on s'associe, on pense pas à ce qui peut se passer, mais heu, je sais pas, deux trois critères qui ont fonctionné ou des critères qui ne fonctionnent pas que tu as vus, de par ton expérience qui pourraient, mettre en évidence, attention, un red flag, sur, Justement, alors enfin, ce qui a fonctionné, c'est moi j'ai vu justement dans les investissements de centres commerciaux, 6-7 personnes qui se regroupent ouais, et qui vont, voilà, mais qui savent que ils ne vendront jamais, d'accord. ou dans 30 ans. Voilà. Sur l'objectif, ils se sont vraiment Voilà. alignés dès le Voilà, début? mais ils savent qu'effectivement, il y a des risques, et alors, forcément, plus on est, plus le risque, est supportable. Mais il faut être sûr que le moment venu, tout le monde puisse supporter le risque. Oui. Parce que les Oui. situations personnelles changent aussi. Et oui, 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 tout à fait. Donc, là, en fait, Sur 30 ans, voilà, mais eux, ça s'est toujours bien passé. Donc aujourd'hui, maintenant, ils sont à la tête ils ont plusieurs centres commerciaux. mmh. Donc en fonction, alors, des fois ils sont 10, des fois ils sont Ah ouais, 5, des fois ils sont 7, mais c'est des grosses associations là. Ouais, ouais. ouais, mais pourtant, ils n'ont pas d'affect entre eux. Ah oui, d'accord. C'est pas des C'est amis, c'est pas c'est des pour le amis. professionnel. Ouais, je trouve ça beau.
C'est rare, Ouais, hein. ouais, 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 Parce qu'en ouais. général, les amitiés, justement, c'est là où il Oui, faut ça pas. peut être, C'est ça là peut où, rajouter une complexité, c'est là où il faut pas. Voilà, c'est assez froid. ouais, Il n'y ouais, a pas ouais, ouais. d'affect, si ce n'est de la réalisation d'un projet avec des, Ah ouais, très bien. un OK. but commun. D'accord. Et ça, mais c'est rare, hein. Ouais, J'en ai un ouais. comme ça, quand je regarde, je dis, ouais, c'est pas mal. Beh, du coup, aligné dès le début sur les C'est ça, objectifs, voilà. les rôles de C'est chacun ça. et C'est ça. ouais, OK, très bien. Non, non, Heu, mais sinon, le reste, bon, les associations, oui, alors le problème, c'est qu'on n'évolue pas toujours pareil. Il peut y oui, avoir tout à fait. des accidents de la vie ou une activité florissante à un moment qui se casse la gueule dans le commerce. Moi, j'ai vu des gens qui Et marchaient oui. très bien, et puis du jour au lendemain, se retrouvent à vendre leur voiture parce qu'ils ont plus rien. Donc, Ouais, 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 voilà, tout à donc fait. là, c'est compliqué. Un peu plus. Du coup, ça nous permet de rebondir sur le sujet du rachat d'entreprise. C'est un sujet qui est, à la mode actuellement, on le voit sur internet, un peu partout. Racheter des entreprises, ne créez pas des entreprises, rachetez-les pour 1 € symbolique ou faites du crédit vendeur et vous pouvez trouver des pépites et vous allez vous enrichir avec des entreprises déjà existantes, déjà mises en place et vous n'aurez qu'à gérer ça, de votre canapé ou de votre transat, C'est sur votre île paradisiaque. c'est beau. C'est sur YouTube qu'on voit ça, non? Ouais, c'est ça, c'est des petites pubs sponsorisées, bon, des vendeurs, voilà, de formation qui ont sûrement des intérêts un peu différents, Oui. que ceux peut-être de leurs clients, je sais pas. En tout cas, ça fait poser question, sur des entreprises, le rachat d'entreprises, comment les valoriser et pourquoi il y a des entreprises qui sont prêtes à finalement être cédées pour 1 € symbolique? Parce que ça arrive quand même, peut-être qu'elles ont des dettes, importantes, il y a peut-être, un problème de fonctionnement, de marché et cetera. Hem, Tu as fait quand même pas mal de rachats d'entreprises. Est-ce que tu peux nous donner quelques indicateurs, quelques, petites, indicateurs à faire attention aussi dans le rachat d'entreprise? Est-ce que ça peut être une bonne piste pour quelqu'un qui veut créer sa boîte d'en racheter une, plutôt que d'en créer une? Voilà, en fonction des Alors, situations que tu as pu rencontrer, mais malheureusement, on voit de tout. ouais, voilà, c'est assez large. C'est à étudier au cas Voilà. par cas. Alors, en fait, bien souvent, les entreprises sont rachetées trop chères. Et quand on rachète une société trop chère, soit on arrive à l'absorber, Mmh. soit on passe pas. Mmh. Donc déjà, moi, la première question que je pose toujours, c'est pourquoi la personne vend. Oui, bien sûr. Si une bonne rentabilité et que ça marche tout seul, je comprendrai jamais pourquoi la personne vend. Oui, oui, bien sûr. Et malheureusement, enfin, quand on pose la question, Départ à la retraite à 35 ans. oui, oui, mais si même à 35 ans, si j'ai une boîte qui fait Oui, 100 000 € de résultats oui, bien sûr. par mois et qui demande peu d'efforts, Oui, je vois pas pourquoi elle est vendue. Ou ça va être vendu très très cher ouais. et je vois pas Oui. l'intérêt. Donc voilà, donc déjà, pourquoi la personne vend? Première Mmh. question. Oui, bien sûr. Ensuite, ben, alors quel patrimoine de l'entreprise? Qu'est-ce que j'achète? Est-ce que j'achète du patrimoine, des Mmh. machines, quelque chose de valorisable? Mmh. Ou est-ce que c'est de l'immatériel? C'est-à-dire, par exemple, une agence immobilière, c'est son fichier client. Oui. C'est ses transactions passées qu'on rachète. Mais on ne connaît pas le nombre de mandats en cours, voilà, on ne sait pas si ça se perdurera. Mais ça, c'est de l'immatériel. Et puis Mmh. après, combien on l'achète? Et oui, c'est ça. Alors comment on peut évaluer la valeur d'une entreprise? Est-ce qu'il y a des indicateurs, précis, Alors, le meilleur indicateur et le plus simple, Ouais, c'est le résultat fois 7. d'accord. Alors pourquoi je calcule comme ça? Parce qu'en fait, le résultat, c'est sa capacité de remboursement. Oui, tout à fait. 7, c'est la durée de l'emprunt. Ouais. Et c'est le banquier qui va vous faire un sourire ou ou non. Oui, tout à On fait. peut donner Et toute la oui, quand il y a un valorisation. Mais financement, bah oui, en fait, là, on peut donner toutes les valorisations qu'on veut. Alors, bien entendu, il y a l'actif qui va jouer là-dessus, s'il y a la trésorerie, s'il y a plein de choses. ouais, Mais concrètement, quand on va aller voir le banquier, lui, son schéma, ça va dire, voilà, est-ce oui, que pour financer. l'activité génère assez de cash pour pouvoir me rembourser? Mmh. Et le cash, donc c'est le résultat qui, bien entendu, va être retravaillé par rapport à la rémunération que pouvait prendre l'ancien Oui, aussi. dirigeant, les charges qu'on peut essayer de diminuer et autres. Mais concrètement, le banquier, lui, va dire, bah voilà, je vous prête
que si votre capacité de Mais financement, oui, le vous, permet, vous me le démontrez. tout à fait. Donc voilà. Donc la valorisation d'une boîte, c'est en général le banquier qui la donne. C'est- C'est on, vrai, c'est on vrai. peut faire tous les calculs, mais à un moment, il faut les présenter au banquier. Ouais, tout à fait. Et du coup, par rapport au financement, il y en a certains qui font du crédit vendeur. Est-ce que tu as Oui, déjà oui, vu ce type d'opération et oui, comment ça fonctionne? Est-ce que tu peux non. expliquer? Non, alors en fait, oui, alors on le voit de plus en plus parce que en fonction de il fut un moment où les banques prêtaient beaucoup. Aujourd'hui, les banques sont beaucoup plus frileuses et donc le vendeur, s'il veut vendre à un prix élevé, avoir tendance aussi à prendre un risque et Mmh. à jouer le rôle de la banque. Et oui. Donc c'est le cas même sur une cession à 1 million d'euros. Mmh. Là, la dernière, le vendeur a fait crédit vendeur de 200 000 euros. Mmh. D'accord. Bon, s'il vendait à 1,2 million, ça passait pas, la banque suivait pas. Mmh. S'il vendait enfin 1,2 million, mais avec un crédit vendeur de 200 000, la banque suivait. Mmh. Très bien. Donc, il l'a fait. Ouais. On a dans ces cas-là, mais le vendeur prend un risque énorme, hein. C'est-à-dire que parce que c'est pareil, lui va faire un crédit vendeur. Donc en général, sur 4-5 ans, D'accord. il ne sait pas si le nouvel acquéreur va pouvoir tenir 5 ans. Exactement, Et donc s'il tient pas, même s'il y a des garanties, à l'arrivée, oui, il sera pas payé il perdra la partie voilà. restante. Donc le crédit vendeur, pour ceux qui savent pas, mais bon, la plupart je pense le savent, mais c'est donc le vendeur qui accepte d'être payé sur une quote-part, là, entre autres 200 000 euros, sur 5 années, et donc Voilà. sera remboursé au fur et à mesure par l'acheteur en remboursement de cette somme-là. Ça peut permettre justement de faire le tampon avec la banque, de rejoindre les intérêts des fois du vendeur, de l'acquéreur, et puis des fois d'éviter une bonne partie du financement bancaire qui Oui, peut être alors compliqué. c'est surtout pour le vendeur parce que enfin, moi, je vais avoir tendance à déconseiller le vendeur. Alors pourquoi faut pas oublier que s'il y a une fiscalité, peu importe qu'il y ait un crédit vendeur, lui va être imposé le jour de la vente. Oui. Donc voilà, il risque. Sur le crédit total, sur la somme Voilà, c'est comme totale. s'il avait perçu, hein, C'est comme le jour s'il de la avait vente. perçu. Donc s'il y a de la plus-value, il va être imposé D'accord. Ah oui, effectivement. voilà. Ouais. Ensuite, il prend un risque. Alors le risque doit être calculé, c'est-à-dire que concrètement, euh, là, le cas est parlant parce qu'en fait, lui, il en espérait 1,2 million, 1,4 million. Mhm. Il trouve un acheteur à 1,2 million. Mhm. Euh, bon, Oui, bien un sûr. million, il est vendeur, mais s'il ne fait pas un effort, la vente ne se fait pas. Ouais. Alors, à un moment, on peut lui expliquer comment en fait la vraie valeur de l'entreprise, c'est 1 million. Mhm. Bon, il n'a rien à perdre. Oui, tout à fait. Donc, il peut faire un crédit vendeur sur Oui, 200 000. sur la partie Voilà. supplémentaire. En général, on le fait dans le cadre de transmission familiale. Parce que quand il y a plusieurs enfants, il y en a un qui reprend, alors Ah oui, pour pas léser les autres, voilà, si on fait pas de pacte, du trade ou des trucs comme ça, si on veut le faire comme ça, en général, pour les petites entreprises, le père va faire un crédit vendeur hmm, à l'enfant qui va d'accord. reprendre, qui donnera un loyer, ce qui fait que ça fera un complément et autres. Ok. Donc là, le risque familial, on l'absorbe. Mais moi, j'ai vu pas mal de crédits vendeurs qui, malheureusement, ne sont pas allés au bout. Et oui, bien sûr, c'est le risque. Au bout de 3-4 ans. Alors pourquoi? Parce que les banques finançaient pas. Et si elles finançaient pas, c'est parce que forcément, Oui, il n'y avait pas, c'était il y avait c'était un peu pas juste. de, c'était un peu juste et faut pas se leurrer, hein. Le repreneur, va pas Ouais. faire de miracle. Donc, si l'activité était stagnante ou descendante, le moindre croche, voilà, il peut pas payer. Ouais, 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 tout à fait. Donc là, le vendeur a quasiment tout perdu, hein. À ce moment-là, oui, surtout si c'est un crédit vendeur total de la valeur de Ce l'entreprise, qui était le cas, hein, quasiment. C'est pas. il faut faire confiance au repreneur, du coup. Oui, mais là, c'était problème de santé, Ouais. pas d'acquéreur, parce Ah oui, qu'il y a des. Alors, et oui, il peut y avoir faut des voir aléas. aussi que on est dans une région où il y a beaucoup de petites entreprises, Ouais. où quand même les entreprises tiennent par leurs dirigeants. Oui, bien sûr.
Ouais, oui, c'est Et vrai. donc ça aussi, ça a un impact certain sur la transmission. Mmh. Qui Mmh. fait que Mmh. le repreneur, forcément, pas forcément les réseaux qu'elle pouvait avoir, Mmh. ni la renommée Ah ouais, c'est vrai. du vendeur. Et puis, une baisse de chiffres, Ouais, immédiatement, ça y est, ça met en difficulté l'entreprise. Donc voilà. tout à fait. Donc faut être très vigilant, faut bien analyser l'entreprise. Faut pas se croire plus futé que le vendeur. Et c'est ça, à Mmh. mon avis, Ouais, ouais. le piège, c'est-à-dire que on peut vous expliquer, oui, oui, mais moi j'ai pas fait ça. Il y a des façons de développer. Bon, Mmh. le vendeur va avoir tendance à vous mettre en avant ce qui pourrait être fait et qu'il n'a pas fait. Mais il faut se dire une chose, Oui, c'est que oui. s'il l'a pas fait, c'est qu'il avait ses raisons. Et oui, bien C'est sûr, qu'il avait ses raisons. Donc voilà. bien sûr. Donc et pas se croire effectivement. Si on peut faire mieux, c'est tant mieux. Mais en général, si déjà on fait aussi bien, c'est pas mal. Bon, très bien, merci pour ces explications là sur les sociétés. On élargit un petit peu, mais comme on est sur un podcast où on parle d'immobilier, mais aussi d'entrepreneuriat, je pense que ça intéressera aussi les auditeurs d'entendre un petit peu les bases pour évaluer comme ça une entreprise, les deux, trois petits indicateurs. S'il y a des personnes qui souhaitent te consulter, de toute manière, je mettrai les liens Il n'y a en aucun problème. description. Tu peux accompagner sur l'analyse du rachat d'une entreprise, sur la constitution de statuts pour créer que ce soit des entreprises, des SCI. Moi, je sais que, on avait fait un petit, pacte ensemble pour la création de SCI avec un tarif avantageux pour, mon audience et je te remercie pour ce geste-là. Je crois qu'on était sur un ordre de 700 € hors taxe par création de SCI avec la constitution des statuts, l'analyse de chaque situation, l'enregistrement au greffe et cetera et l'avantage, avec ton cabinet aussi, c'est que, tu es directement connecté avec les greffes et ce qui nous permet d'avoir mais les enregistrements très rapidement, ce qui est très important pour nous en tant qu'investisseurs, comme on l'a dit pour, la période de financement qui est, la période un petit peu, limitée dans le temps et donc je te remercie pour tes services. Je mettrai le lien, voilà, si vous voulez, C'est un grand plaisir. contacter, Olivier. Tu peux opérer sur toute la France? Oui, oui, sans problème. Voilà, à distance, on fait des visios, Ouais. nous, régulièrement par téléphone, et puis tu es connecté avec tous les greffes donc ça, c'est le gros avantage. OK, merci. Alors on a oublié, on va parler rapidement du rachat de parts de SCI parce que effectivement, on peut se poser la question aujourd'hui de racheter des parts de SCI. Quelqu'un qui vend un immeuble qui est détenu par une SCI, qui a eu un financement dans les années fabuleuses où le crédit, était, gratuit Oui. avec des taux à 1 pour prendre l'extrême, et se dire: «Bah, tiens, au lieu d'acheter l'immeuble, je vous rachète les parts de la société». Il peut y avoir des avantages, mais il peut y avoir des inconvénients des 2 côtés. Quel est ton avis sur le sujet? Est-ce que tu as vu passer des dossiers? Quelles ont été les réussites? Et encore une fois, quelles sont, les attentions à apporter sur ce type d'opération? Déjà, la première question revient toujours au même. Pourquoi le vendeur vend? Ouais. Ça paraît bête, mais quelqu'un qui ça veut dire concrètement, alors pour que Mal accompagné, gros contrôle fiscal. oui, ça peut être non, mais si tu veux, le problème, c'est que ça veut dire que la personne a fait le projet il y a 3 4 ans, parce qu'au-delà, même moins, Oui. sinon, c'est pas intéressant. Donc c'est un projet récent. Pourquoi il vend à ce moment-là? Mmh. Alors, il y a Si 2. rapidement. Ouais, si rapidement. Alors, soit il est complètement passé à côté par besoin de travaux ou il Ouais. a un nouveau projet qui demande du cash immédiatement. Mais voilà, la question, c'est pourquoi il vend? Il est pas passé par projet locatif, il s'est planté. C'est possible. Donc, voilà, premier indicateur. Ensuite, la question, c'est, voilà, lui, il a acheté un bien, Mmh. donc il revend. Il l'a acheté il y a 3 ans. Il y a 3 ans, le marché de l'immobilier était quand même assez haut. Mmh. 3 ans après, est-ce que le bien vaut toujours la même valeur? Mmh. Parce que c'est bien beau de racheter un prêt, entre guillemets, puisqu'on rachète Oui. un prêt avec un faible taux d'endettement, mais il ne faut pas que dans l'intervalle, le bien ait perdu 30%. Mmh. Donc déjà, voilà, bien faire valoriser Oui, à sa juste le bien. valeur et Pourquoi? Parce que quand on rachète une SCI, lui, le vendeur, il va dire tout simplement, ben moi je le vends le prix d'achat plus les frais, mmh. plus ce que j'ai déjà remboursé à la banque, Ouais. ce qui me fait mon prix de vente. Mmh. En général, c'est ça. Or, en tant qu'acheteur, c'est-à-dire oui, ok, ça c'est le calcul du vendeur. Moi, j'achète un bien Oui. moins ce qu'il reste dû à la banque.
Bien sûr. Donc, si j'achète un bien, il faut que je le valorise Oui, il faut partir sur l'évaluation du bien déjà et au non jour de pas, l'achat, au jour de sur l'achat. les parts. Voilà, Ouais. parce que lui, il a pu l'acheter très cher, hein. Ouais, Euh, peut-être trop cher, ouais, ouais. Peut-être trop cher. Donc effectivement, il a un taux d'emprunt qui est faible, mais est-ce que c'est une bonne opération? Pas forcément. Mmh. Tout à Donc fait. voilà, donc faire valoriser. Et puis, il faut faire attention, c'est que lorsqu'on rachète des parts de SCI, dans tous les contrats de prêt, il y a une clause à partir de laquelle, dès lors qu'on cède plus de 25% des titres, ça peut donner lieu à la banque. La banque peut dénoncer le prêt. Tout à fait. Donc, faut faire attention, c'est-à-dire qu'avant de faire cette opération, il faut quand même s'assurer que la banque suivra et acceptera. Alors, en général, elle joue le jeu si l'acheteur donne les garanties suffisantes. Eh oui. Moi, ça m'est arrivé un cas, on a monté et il y avait un des associés, hein, c'était même pas, il y en avait qui avaient un bon pédigré, des revenus, mais un des associés avait fait faillite Ah oui. 3 ans avant et il avait laissé une ardoise à cette banque et la banque a dit non, pas lui. Ah oui, c'est sûr. Donc, donc voilà, donc le projet est tombé à l'eau. D'accord, OK. Voilà, Mais c'est une nouvelle étude de cas, donc c'est et ça. c'est la transférabilité de caution, en fait, des emprunteurs? Oui, et puis même de savoir si, comment une SCI, par définition, les associés sont indéfiniment responsables des dettes, Ouais, bah, savoir s'ils peuvent répondre ouais, aux dettes éventuelles tout à fait. qui pourraient se présenter. Donc on va prendre un cas précis, un immeuble qui est valorisé 500 000 €. Il reste 400 000 € parce qu'il revend rapidement, comme on l'a dit, dans les 3 ans. Il a emprunté, en 2020-2021. Il doit 400 000 € à la banque. Il a mis un peu de compte courant d'associé, il a mis un peu d'apport, il a mis 10. Donc, admettons, il doit 350 000 € à la banque, il a mis 50 000 € de compte courant d'associé, heu et il valorise l'immeuble donc 500 000 €. Hem, on va évaluer donc la valeur à 150 000 € peut-être, départ. Et comment on fait financer ça? Est-ce que la banque finance Alors, les parts? non. Puisqu'on a compris, le prêt va pouvoir se transférer éventuellement, sous accord de la banque. Et comment on va financer ce différentiel? Alors là, on peut pas. Il faut du cash. Voilà. Parce que, La banque ne finance pas? non, elle financera pas parce que là, par contre, on reviendrait, comment on pourrait faire un emprunt personnel pour Exactement, financer les 150 000, ce qui fait que ça serait trop lourd. tout à fait. Comment on les rembourse? Et donc ils viennent Puisque le, s'ajouter Eh oui, effectivement, mais comment on les rembourse? Parce que déjà, je suppose que dans le montage, la personne les loyers couvrent les remboursements. on est flat? Ouais. Même si on a un petit reliquat, ça s'appelle, Ouais, mais comment on ouais, rembourse les 150 000 empruntés? On peut pas. exactement. Bah, Donc là, sur les fonds propres, effectivement, si on a des gros revenus et cetera, mais c'est très compliqué, hein. La banque ne finance que très rarement, du rachat de parts de SCI sur des projets qui sont, non, équilibrés. non, puis en plus, alors la seule possibilité, ce serait de renégocier le prêt dans sa globalité, mais là, quel intérêt? Ouais, Puisqu'on reprendrait les taux actuels. tout à fait. Donc il y a aucun intérêt. En fait, en général, enfin, moi, les opérations en cash, c'était en dessous de 50 000. Oui, C'est-à-dire, voilà, oui, d'accord. on rachetait parce qu'il y avait un lourd endettement. Mmh. D'accord, Et donc, voilà, on rachetait 50 000, d'accord. ce qui fait que ça payait, ça remboursait le compte courant qui avait pu être mis. Ouais, Le vendeur lâchait un peu sur ce qu'il avait pu être remboursé à la banque. Voilà. Mais ce qui lui intéressait, lui, c'est de prendre son compte courant, comme ça il partait propre et il se remboursait, c'était bien. tout à fait. Là, ok, il y a un intérêt. Sinon, c'est plus compliqué. L'intérêt est aussi, beaucoup pour le vendeur, puisque lui, effectivement, détient ses parts de SCI en nom propre et donc va avoir une fiscalité beaucoup plus Ah avantageuse. oui, bah, il va avoir la flat tax. Voilà, exactement, la flat tax uniquement sur la valeur des parts qui vont être rachetées. C'est ça. Alors que sinon, s'il vend le bien, alors le problème, c'est que il va y avoir donc l'impôt sur les sociétés si tu es à l'IS. Oui, Ensuite, bah, il va y avoir la dissolution de la société parce que lui, qu'est-ce qu'il ferait d'une société en coquille vide? Donc, ouais, il va avoir les frais de dissolution, de liquidation, le droit de partage à 2,5% et pour flat finir, la flat tax. tax. Voilà. Donc, Ouais, effectivement, donc il y a plusieurs couches. voilà. Donc pour le vendeur, c'est très intéressant, mais pour les acheteurs, très compliqué. À partir du moment où la valeur des parts est assez élevée,
Oui, Ça se complexifie pour le financement, donc ça peut se faire pour certaines opérations, certaines personnes qui ont un peu de cash, pour, racheter, en fonds propres ces parts de SCI. Mais, vous comprenez bien qu'en financement, c'est vraiment, marginal et très compliqué et ça va être une charge personnelle en plus à supporter, en plus du prêt, que vous allez prendre, en relais. c'est compliqué, surtout être très vigilant, de la valorisation de l'immeuble au Ouais. jour du rachat parce qu'effectivement, moi je le vois, hein, il y a 3-4 ans, des gens ont acheté un immeuble, mais quand même, enfin, l'immobilier se portait très bien, Mmh. ils l'ont payé cher. Et oui, bien sûr. Donc forcément, et ils veulent retrouver leur bille, donc Ouais, 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 tout à fait. Là, les temps ont un peu changé, effectivement, on est plus sur un marché d'acheteurs qu'un marché de vendeurs et à l'époque où les taux étaient bas, bah, effectivement, il y avait beaucoup d'acheteurs, mais c'était très dur de trouver des biens intéressants, donc les prix oui, montaient oui, et là, aujourd'hui, on retrouve un peu d'équilibre. Il y a des acheteurs, mais pas tant que ça. On retrouve des bonnes affaires oui, et on retrouve un marché, normalisé, tout quoi. à Mais fait. effectivement, si on a acheté à ces moments-là, il y avait tellement de demandes que, Et les banques c suivaient. et les banques suivaient en plus aussi. C'est ça, Donc tout à fait. Mais là, on est dans une bonne période, moi, je trouve, parce qu'en fait, bah, les banques recommencent à suivre. On a accepté psychologiquement des taux à 3,5. Maintenant, c'est bon. On sait qu'on va plus retomber à des taux de 1 qui étaient totalement, anormaux. Donc on a accepté, on a digéré l'idée et ça y est, nous, on le voit, les acheteurs commencent à revenir, à accepter, bah, de payer des intérêts, hein, sachant que nous, c'est de l'effet de levier, hein, donc c'est les locataires qui, remboursent les crédits, qui payent les intérêts, donc ça y est, ça commence à rentrer dans les mœurs et effectivement, on retrouve des bonnes affaires parce que, bah, il y a des vendeurs qui n'arrivent pas forcément à vendre, c'est ça. donc c'est un marché qui est bien équilibré. Et il y en a beaucoup qui se sont lancés il y a justement 3-4 ans, qui ont surestimé, leurs capacités et puis qu'aujourd'hui se retrouvent à la tête de projets qui sont pas aboutis et qui remettent en Mmh. vente parce que, bah, voilà, ils s'en sortent pas Ouais, et donc voilà, c'est vrai que ça peut être aujourd'hui, il y a des opportunités, c'est sûr. je pense. Merci Olivier. Bah, merci à toi. Avec plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode, de l'avoir regardé, pour ceux qui aiment nous voir, en images, hein. On s'est rasé, on s'est fait beau. C'est ça. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, de partager et de nous aider à diffuser, plus largement ce podcast et puis à très vite pour les autres, pour le prochain épisode. Merci encore une fois Très Olivier. vite. Merci, C'est sympa. merci à toi. À bientôt. Merci. Ciao.